Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons revenir sur les événements ces semaines. On sait donc qu'il y a en ce moment la grande actualité, c'est donc la guerre commerciale entre Pékin et Washington. Elle a de multiples facettes et elle a de multiples raisons. Des raisons économiques, des raisons politiques, des raisons idéologiques. Surtout, on y reviendra. Donc là, quelque chose d'important qui s'est passé dans ces 2 semaines, c'est le fait que le président de la Chine, ou plus exactement le dirigeant du Parti communiste chinois, Xi Jinping, s'est rendu dans des pays du Sud, notamment Vietnam, Malaisie, afin de trouver des alliés, des partenaires contre en fait la politique des tarifs de Donald Trump. Alors, on sait que cette politique des tarifs, c'est quelque chose en fait qui est en évolution, c'est quelque chose qui se fait sur le temps long, c'est quelque chose qui a été en fait prévu depuis le départ par Trump, et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, on va y revenir aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi la répétition d'une chose qui s'est produite lors du premier mandat, mais à un degré et à une échelle beaucoup plus large. Donc, ce qui s'est passé, c'est que donc, afin de répondre aux 145% de taxes douanières que les États-Unis imposent aux produits chinois quand ils rentrent aux États-Unis, Xi Jinping, donc le dirigeant du Parti communiste chinois, s'est rendu au Vietnam pour rencontrer son homologue du Parti communiste vietnamien, To Lam, et aussi en Malaisie. Et le but, c'est d'essayer de trouver des partenaires, de trouver des alliances pour en fait éviter que la Chine se trouve isolée, puisque on sait que la stratégie de Trump, en mettant des tarifs douaniers, des taxes douanières à 145% pour la Chine et à 10% pendant 90 jours, avant que les négociations soient finies, donc il laisse 90 jours à chaque pays pour négocier en lui imposant dès le départ des tarifs exorbitants, et même à des pays comme le Vietnam ou même comme Taïwan, même si c'est pas au même niveau que le Vietnam, c'est des tarifs qui sont extrêmement lourds, et donc il y a cette période de 90 jours qui est faite pour que chaque pays aille, d'une certaine manière, quémander, aille en tout cas négocier pour avoir des accords. Et la Chine, de son côté, en fait, ce qu'elle veut, c'est que créer des accords pour que les pays n'aient pas à choisir, en fait, entre plus exactement, que s'ils doivent choisir entre les États-Unis et la Chine, ils choisissent la Chine. Et ce que Washington veut faire, c'est que s'ils ont à choisir entre la Chine et les États-Unis, ils choisissent évidemment les États-Unis, puisque là, on est dans une politique tarifaire qui fait que c'est un peu l'un ou l'autre. Alors, cette politique tarifaire, elle va être amenée à évoluer. On le sait, ça a été plus ou moins annoncé, et c'est dans l'ordre des choses si c'est effectivement, on va dire, une pratique de négociation commerciale et non pas un but en soi. Alors, c'est les deux. C'est-à-dire, à la fois, il y a véritablement de la part de l'administration Trump une croyance dans le fait que les tarifs, les taxes douanières vont résoudre le problème des équilibres commerciaux au niveau mondial, et notamment les déficits américains. Donc c'est une croyance qui on pourra revenir, qui est assez vaine pour un certain nombre de raisons. Et en même temps, c'est aussi un instrument, dans leur deux mesures, 145%, voilà, c'est aussi un instrument de négociation pour forcer, en fait, pour faire venir les gens à la table. Alors, est-ce que ça va marcher avec la Chine ? C'est un problème. C'est pas sûr que ce soit la Chine qui cède en premier, si on peut dire comme ça, céder. En tout cas, ce qui est intéressant déjà, c'est, on va dire, l'optique, la perspective. C'est-à-dire que c'est donc la Chine de Xi Jinping qui va au Vietnam, donc deux partis communistes, deux pays dirigés par des partis communistes,
pays plus ou moins autoritaires, dictatoriaux, pays à parti unique. Et donc la Chine socialiste va dans le Vietnam communiste pour faire quoi? Pour faire l'éloge de la mondialisation, pour faire l'éloge du capitalisme globalisé contre Washington, qui aujourd'hui pratique, du point de vue commercial, mais aussi géopolitique, une politique néo-réactionnaire, anti-globaliste, qui satisfait ce qu'on pourrait appeler les néo-réactionnaires, et du moins en théorie, parce que dans le porte-monnaie après c'est un peu différent. Et donc là il y a quelque chose d'extrêmement remarquable. On a l'impression qu'on est quand même un peu dans un monde à l'envers, c'est-à-dire que c'est maintenant Pékin et le Vietnam qui vont défendre le capitalisme et la mondialisation contre Washington. C'est vraiment ça montre en fait comment on est véritablement dans un monde complètement inversé. Et jamais, je veux dire, il y a 5 ans, 10 ans, jamais, 20 ans, jamais on n'aurait pu imaginer qu'un jour, ce soit le chef du parti communiste chinois qui défende l'ordre du capitalisme mondial, l'ordre de l'annihilation politique et économique mondiale contre Washington, qui avait été le chantre pour au moins 80 ans de ce libéralisme économique qui consiste à ouvrir les frontières et à travers l'ouverture des frontières à pouvoir alimenter la machine économique des États-Unis. Alors ensuite, il y a aussi, ça c'est le premier point, c'est ce renversement extraordinaire où il faut 2 pays communistes pour faire la leçon aux États-Unis sur la valeur des échanges économiques mondiaux. Okay. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tout ça a un peu un air de déjà-vu, comme on l'a évoqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous rappelle un peu, pour ceux qui s'en rappellent, ça nous rappelle un peu 2017, fin 2016, début 2017. Peut-être vous vous en souvenez. En janvier 2017, Xi Jinping se rend au Forum économique mondial de Davos. Et finalement, ce qu'il a dit au Vietnam en 2025, c'est assez proche, on va le voir. Et en fait, dans ce contexte-là, il fait l'éloge, exactement pareil, l'éloge de la mondialisation économique pour s'en prendre à Trump, qui a commencé à mettre en place une politique pareille, tarifaire, une forme de guerre commerciale. Alors, elle était moins radicale, on verra pourquoi. Et donc, à Davos, et ça a été, en plus, c'était la première fois que Xi Jinping, et que donc un président chinois un chef du Parti communiste, se rendait à Davos, la Mecque du libéralisme mondial, la Mecque du globalisme économique, comme on dit. Et donc, ça a fait sensation, d'autant plus qu'il vraiment s'est fait le chantre de la mondialisation économique. Il avait dit, d'un point de vue historique, donc je cite Xi Jinping en 2017, la mondialisation économique résulte de la croissance de la productivité sociale et est le résultat naturel du progrès scientifique et technologique et non une création d'individus ou de pays. Elle a alimenté la croissance mondiale et facilité la circulation des biens et des capitaux, les progrès scientifiques, technologiques et civilisationnels, ainsi que les interactions entre le peuple. Donc c'est vraiment, vive le commerce, vive la croissance, vive la circulation des capitaux. C'est évidemment, on ne sait pas ce à quoi ça attendait d'un pays communiste qui, par ailleurs, en réalité, et ça a été toujours le cas, et même après que Xi Jinping ait dit ça, ça a encore été le cas, qui est un pays extrêmement protectionniste, qui est très difficile pour un étranger d'ouvrir une entreprise en Chine, la nécessité de transfert de technologie pour le faire, difficulté d'accès aux capitaux dans les banques, etc., etc. C'est pas un environnement d'entrepreneuriat et d'investissement extrêmement facile. Okay, sans parler des entreprises d'État, des subventions, des dumpings, etc. Tout un ensemble de choses qui font que dans les faits, la Chine a toujours plus ou moins biaisé les règles du commerce mondial depuis qu'elle est rentrée à l'OMC en 2001 jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a jamais véritablement satisfait aux exigences de l'OMC. Et donc c'est elle qui aujourd'hui
qui déjà en 2016 et encore aujourd'hui, en fait, fait la leçon aux États-Unis dans la leçon pour la mondialisation économique. Et en fait, on comprend pourquoi. Parce que effectivement, et sur ça, d'une certaine manière, c'est l'aspect qui n'est pas tout à fait faux dans la critique trumpiste. C'est-à-dire que c'est finalement, plus que les États-Unis encore, c'est peut-être la Chine qui a été la grande gagnante de la mondialisation économique des 30 dernières années. Et du point de vue en fait assez simple, assez réductionniste, assez réducteur, c'est simpliste de Trump, c'est que si la Chine est gagnante, ça veut dire que les États-Unis ne l'ont pas été. En réalité, ils ont été tous les deux gagnants. En réalité, on sait que les États-Unis vivent au-dessus de leurs moyens, que tout le problème est là. Le problème de leur déficit commercial, c'est que les États-Unis vivent au-dessus de leurs moyens, ils vivent au crédit, et c'est le reste du monde qui achète ce crédit américain. Et du point de vue écologique, on sait que si tous les gens de la planète vivaient comme des Américains, il faudrait 5 ou 6 terres en plus, et on n'en a qu'une. Donc, du point de vue écologique, du point de vue économique, les Américains vivent à crédit et demandent beaucoup, beaucoup plus au reste du monde et à la Terre que l'ensemble des autres nations. Ok. Donc, ça, c'est un fait. Et donc, quand on voit ça, qu'en 2016 et en 2025, on a un peu le même discours, on se dit, mais finalement, il y a eu un glitch dans la Matrix. Il y a le chat qui miaule deux fois. Comment ça se fait que tout se répète encore une fois en 2016-2025? C'est la même inversion des rôles entre une Amérique protectionniste qui dénonce la prédation chinoise et une Chine qui joue les bons élèves de la mondialisation et les garants du commerce mondial. Et en 2016 aussi, Trump, il avait dit, nous ne pouvons pas continuer à laisser la Chine violer notre pays. Voilà. Donc ça, on avait déjà tout finalement en 2016. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que ça se rejoue et pourquoi est-ce que ça se rejoue à une intensité encore plus haute qu'en 2016? En 2016, le problème avait été résolu. Est-ce qu'on va pouvoir aussi avoir une résolution? C'est ce dont on va parler dans le prochain épisode. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.